Parmi les très nombreuses innovations qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité, certaines ont eu de plus grandes conséquences que d'autres. Que cela soit sur l'environnement ou sur notre mode de vie, les changements les plus importants et fondateurs sont sans doute ceux qui ont eu lieu au début du néolithique. Parmi ces derniers, c'est l'invention de l'agriculture et de l'élevage qui va le plus bouleverser les sociétés humaines. Pour beaucoup, c'est ainsi que l'homme va pouvoir enfin sortir des famines et d'un mode de vie difficile. Le passage à l'agriculture s'imposait donc, il était inévitable pour la survie de l'espèce. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que tout est réellement aussi simple? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Archéo Cliché. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi être passé à l'agriculture et à l'élevage. Commençons par reprendre les bases. L'agriculture et l'élevage apparaissent pour la toute première fois vers le 9e millénaire avant notre ère, au Proche-Orient dans la région dite du croissant fertile. Cette grande innovation va ensuite se diffuser via divers courants pour arriver notamment en France par exemple vers 5000 avant Jésus-Christ. Elle va se diffuser soit par les mouvements de population, soit par la circulation des idées. La domestication des plantes et des animaux, c'est en général le critère choisi pour définir le passage de la période paléolithique à la période néolithique. On parle donc du phénomène de néolithisation. Si ces innovations sont apparues au Proche-Orient, c'est sans doute pour un certain nombre de raisons. On peut notamment évoquer la présence de nombreuses céréales à l'état sauvage, mais aussi d'animaux comme les moutons, ou encore le fait que cette région a été moins exposée à certains changements climatiques. La domestication va commencer vers la fin des dernières cultures de chasseurs-cueilleurs. Durant ces dernières, et avant le début de la néolithisation, on observe déjà l'apparition de villages dans certaines zones. Ces derniers parviennent à se nourrir notamment grâce à l'abondance des ressources alimentaires dans la nature, mais aussi grâce au stockage qui se développe. On peut donc constater déjà que l'agriculture n'était pas nécessaire à la sédentarisation. Du coup la question se pose, pourquoi avoir inventé l'agriculture et l'élevage ? Plusieurs théories ont existé au cours de l'histoire de la recherche. Nous allons passer les principales en revue. Pour cela, nous allons dans un premier temps présenter celles qui ont d'abord envisagé que l'agriculture était une nécessité ou une réponse à un problème. La première hypothèse est celle de Gordon Childe, que l'on nomme la théorie des oasis. Gordon Childe, c'est un archéologue australien du XXe siècle très important. C'est notamment lui qui a utilisé le terme de révolution néolithique. Il n'est aujourd'hui plus utilisé car le néolithique ce n'est pas une brève révolution où toutes les innovations se sont développées en même temps. Mais bon, revenons à sa théorie. Selon lui, les dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs ont subi un fort changement climatique qui a causé une aridification de la région. Les animaux, les végétaux et les humains vont tous devoir se retirer dans les dernières zones vivables, les oasis. Cette cohabitation va permettre aux sociétés humaines d'observer et de comprendre les principes de la reproduction animale et végétale. C'est donc dans un contexte de famine et de changement climatique que l'homme a eu la nécessité d'inventer l'agriculture et l'élevage. Si la théorie peut sembler très intéressante et logique, un tel changement climatique ne semble pas avoir eu lieu en cette région et à cette période. C'est pour cela qu'à l'heure actuelle, cette théorie n'est plus vraiment utilisée. Vient ensuite, dans les années 1960, la théorie de Robert Braidwood, un anthropologue américain. Observant l'idée que Gordon Childe ne fonctionne pas, il présente l'hypothèse selon laquelle c'est seulement lorsque l'intelligence des hommes était assez développée qu'ils se sont mis naturellement à l'élevage. Pour faire simple, cela sera une évolution logique dès que l'homme pouvait le comprendre. Cela peut se résumer par sa très célèbre phrase « Man was ready ». Il développe également sa théorie en se basant sur l'idée de l'évolution de Lewis Morgan, un anthropologue très important qui a développé l'hypothèse que toutes les sociétés suivent la même évolution en passant de la sauvagerie à la barbarie puis à la civilisation. Évidemment, en réalité ce n'est pas si simple, puisque certaines sociétés ont choisi de rester au stade des chasseurs-cueilleurs. En Australie par exemple, il y a plusieurs sociétés traditionnelles de ce type. Il n'y a pas de chemin d'évolution semblable pour toutes les communautés humaines. On peut noter au passage que cette idéologie a été beaucoup utilisée pour justifier la colonisation, puisqu'il fallait apporter la civilisation aux peuples qui étaient en retard. Bref, c'est tout un pan de l'histoire très compliqué, mais on en reparlera peut-être dans une future vidéo. Les théories que nous avons présentées jusqu'à présent étaient basées sur le fait que l'agriculture était un mode de vie supérieur à celui des chasseurs-cueilleurs, et que ces derniers étaient toujours dans un état de famine et de difficulté pour se procurer de la nourriture. Cependant, dans les années 60, un anthropologue nommé Marshall Salins va démontrer, en vivant parmi les sociétés traditionnelles, que les populations nomades et chasseurs-cueilleurs sont loin d'être pauvres ou d'être occupées en permanence à chercher la nourriture. Ces dernières profitent même d'une certaine abondance pour un temps de travail relativement réduit.
mais si la question vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, que vous trouverez en description. Suite à ces travaux, les modes de pensée changent un petit peu et les chercheurs ne vont plus seulement s'intéresser aux hypothèses les plus simples. C'est dans ce contexte que vient ensuite la théorie de Lewis Binford, un anthropologue américain. Ce dernier pense, comme Marshall Sahlins, que les chasseurs-cueilleurs vivent dans une sorte de richesse. Cela lui permet d'avancer l'idée que le succès de cette méthode va provoquer un accroissement de nourriture et donc de population. Lorsque la sédentarisation s'installe, les groupes deviennent trop nombreux et une partie de ces derniers doivent migrer ailleurs pour permettre à la population qui reste de survivre grâce à ce qu'on trouve dans la nature. Cependant, selon lui, les migrants, qui se sont rendus dans des zones moins riches en végétaux et en espèces animales, pour survivre vont devoir développer de nouvelles méthodes, comme l'agriculture et l'élevage. Si cette théorie peut sembler logique, elle semble être difficile à justifier, car en effet, les fouilles archéologiques ont montré que les premiers endroits où sont apparues les nouvelles techniques de subsistance sont ceux où les espèces domestiquées étaient présentes en grand nombre à l'état sauvage. En d'autres termes, les moutons, les chèvres et les céréales étaient toutes présentes en quantité aux endroits où l'agriculture et l'élevage sont apparus. Il est également intéressant de nous pencher sur la théorie d'Alain Teslar, un très grand anthropologue français, qui lui se base sur l'observation ethnographique. Pour lui, c'est la capacité de stocker les denrées alimentaires qui va tout changer. En effet, le développement des céramiques pour les céréales et du séchage pour les fruits va permettre pour la première fois d'accumuler des richesses. Ce phénomène va commencer à créer une volonté de posséder des ressources en grand nombre. Pour répondre à ce besoin, l'agriculture aurait donc été développée. En d'autres mots, la possibilité d'accumuler les denrées va déclencher les processus de production à plus grande échelle avec l'agriculture et l'élevage. C'est une théorie intéressante qui reste plausible, cependant, il est important de garder en mémoire que l'agriculture n'était pas rentable immédiatement, et qu'il a sans doute fallu de nombreuses générations pour que la sélection fasse son travail et que cela devienne un moyen de subsistance efficace. Nous allons maintenant nous intéresser à une des théories que je trouve très intéressante, c'est celle de Jacques Cauvin. Mais avant, il va falloir poser quelques bases. Il est connu qu'au Proche-Orient, peu après l'apparition de l'agriculture, apparaît une nouvelle religion. En effet, on commence à observer l'apparition de symboles récurrents. Il s'agit notamment de celui de la déesse mère et du taureau. On les observe notamment à travers de petites statuettes ou sur les fresques comme sur le célèbre site de Cataluyuk. Cette nouvelle religion est souvent considérée comme arrivant à la suite de l'agriculture pour amener une adaptation idéologique à ce nouveau mode de vie. Jacques Cauvin, quant à lui, dans son célèbre ouvrage Naissance des divinités, naissance de l'agriculture, envisage la solution inverse. Pour lui, c'est plutôt ce nouveau système religieux qui va permettre le développement de l'agriculture. Il part en effet du principe que les chasseurs-cueilleurs se comportent comme faisant partie de la nature qui les entoure, puisqu'ils n'exercent pas ou très peu de contrôle sur les plantes et les animaux. Or, l'agriculture et l'élevage, c'est au contraire prendre le contrôle des êtres vivants, et donc s'estimer au-dessus d'eux. Il s'appuie également sur des exemples ethnologiques, puisque des peuplades de chasseurs-cueilleurs expliquent eux-mêmes qu'ils ne pratiquent pas l'élevage car ils sont égaux des animaux. Pour Jacques Cauvin, il est donc nécessaire qu'un changement de la manière de voir le monde et de penser la religion ait eu lieu avant le passage au néolithique. C'est ce qu'il appelle une révolution symbolique. Cette hypothèse est très sérieusement envisagée car les découvertes archéologiques semblent plutôt en accord avec cette idée. Ça serait donc peut-être un bouleversement dans les cultes qui serait à l'origine de l'agriculture. On peut d'ailleurs noter que la chasse, par exemple, continue d'être pratiquée bien après l'apparition de l'élevage, ce qui semble montrer qu'il n'y avait pas une volonté de remplacement et donc peut-être bien juste une volonté cultuelle. Jacques Cauvin n'est pas le seul à avoir des hypothèses de ce type. On peut également évoquer la thèse de René Girard. Pour lui, les anciennes religions préhistoriques demandaient des sacrifices humains. Comme c'était une action coûteuse, on a finalement décidé de substituer l'humain par un animal. Le souci aurait été que les divinités souhaitaient recevoir en sacrifice un membre de la communauté, pour que cela ait de l'importance. La solution a donc été de ramener les animaux dans les communautés et de les traiter comme des membres de ces dernières jusqu'à leur sacrifice. Ainsi, le problème est contourné et l'élevage apparaît pour contenter les dieux en faisant entrer les animaux dans la société humaine. En résumé, c'est là encore pour le culte que va se lancer dans l'élevage afin d'éviter le sacrifice humain. Comme vous pouvez le constater, il y a de nombreuses hypothèses sur la raison qui a un jour poussé l'homme à se mettre à produire lui-même sa nourriture. Si trouver la seule et unique réponse à la question de pourquoi nous sommes passés à l'agriculture est impossible à l'heure actuelle, nous avons donc de très nombreuses pistes de réflexion.
Il est néanmoins certain que ce n'est pas la pauvreté des chasseurs-cueilleurs qui est à l'origine de ce changement économique, et qu'il est probable qu'il faille plutôt chercher des réponses du côté culturel, voire cultuel, des peuples préhistoriques. Ainsi, il est intéressant de ne pas se concentrer uniquement sur l'archéologie pour répondre à ce type de questions, puisque, comme le disait André Leroi-Gourhan, il y a une part d'invisible dans ce qu'on trouve en archéologie. C'est là qu'entrent en scène des disciplines extérieures, comme par exemple l'ethnoarchéologie. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que le sujet que nous avons traité aujourd'hui vous a intéressé. Si c'est le cas, vous trouverez en description, comme d'habitude, toutes les sources qui ont permis de réaliser la vidéo. Vous l'aurez sans doute constaté, je n'ai pas pu faire de facecam cette fois. Il faut dire que comme j'ai repris les études, j'ai un petit peu moins de temps à consacrer. Il y aura donc un petit peu moins de vidéos que pendant les vacances. Néanmoins, j'essaierai quand même d'en produire régulièrement. En tout cas, si tout cela vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une précision à apporter, et n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description si vous voulez discuter. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo, et en attendant, n'oubliez pas de creuser la question. Il reste tant à faire, détourne-moi donc ces pierres, je crois qu'on est tombé sur nos... Un tumulus ressemble juste à une bosse et une tombe a simplement une fosse. Il n'est pas facile de pouvoir distinguer, croyez-moi c'est tout un métier.